Alors le point que j'ai souhaité développer à l'occasion de ce colloque, c'était ce qu'on pourrait appeler le travail et ses normes, avec l'idée de base, c'est qu'on ne peut pas penser le travail en mouvement si on ne met pas à jour les implicites, en tout cas ce que l'on considère comme le travail normal et la façon dont il va évoluer. Dernier type de langage qui moi me tient beaucoup à cœur, ce sont les systèmes d'information qui eux-mêmes, on est plusieurs, on est beaucoup même à les considérer comme le langage de l'organisation dans sa globalité. Puis ça peut être un levier énorme de changement dans l'entreprise. Un atelier carte mentale, c'est-à-dire que c'est un outil de hiérarchisation et d'organisation des connaissances, mais un outil collectif. Donc on était par petits groupes où chacun des groupes devait réfléchir à la question des mutations du travail. Le travail des cols bleus se retrouve peut-être objet d'envie de la part des cols blancs, car retour à la matière, retour à un travail qui fasse sens à travers une vraie confrontation avec le réel que sont en train de perdre les cols blancs. En fin de vie professionnelle, ce que l'on voit assez souvent, c'est un retrait vis-à-vis des formes les plus intenses du travail, le travail dans l'urgence, etc. Mais ce retrait se paye parfois du prix d'un moindre intérêt au travail, d'une moindre richesse de contenu, d'une moindre variété de ce qu'on a à vivre dans sa vie professionnelle. Est-ce que les entreprises qui sont riches vont pouvoir aider à améliorer la qualité de la vie au travail? Ou bien est-ce que améliorer la qualité de la vie au travail est une façon de s'avancer vers la profitabilité? La santé est au rendez-vous lorsque on arrive encore à faire un travail qui est défendable à ses propres yeux. Il s'agit d'instituer le conflit de critères sur la qualité du travail pour en faire un moyen de développer la performance et la santé au travail. Ça a démontré que Fukushima, que tout ne pouvait pas être préécrit et que l'expertise humaine avait encore une réelle nécessité. Mais du coup, ça pose la question aussi de comment on prépare les gens à ce genre de situation. L'objectif, finalement, c'était de montrer en quoi l'existence du développement des plateformes numériques venait travailler les frontières entre travail indépendant et travail salarié. Redonner de l'autonomie et en particulier de la maîtrise. Est-ce qu'on peut concevoir des systèmes, des modèles de temps de travail qui donnent une maîtrise aux individus sur l'articulation de leurs temps sociaux, etc. On a des problématiques à traiter qui ne sont pas les mêmes à tel endroit ou tel autre endroit, et donc ça suppose ça de fabriquer de la politique publique un peu autrement et faire un peu plus du sur-mesure que du prêt-à-porter. Et je reprends deux termes auxquels je suis très attentif. La considération et l'expérimentation. La considération, après le pain et l'eau, le plus grand besoin de la personne, c'est la considération. Faire jouer l'expérimentation. Et ensuite, la valorisation des bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à but d'emploi? C'est une entreprise qui va donc embaucher en CDI des chômeurs de longue durée qui habitent sur le territoire, en leur proposant donc un CDI à temps choisi et sur l'activité qu'ils ont choisie. Et mon sujet, c'est ce qu'on appelle en France le revenu universel, que je préfère appeler le revenu de base, parce que l'universalité, c'est l'une des 3 inconditionnalités du revenu de base. Il est universel, il est payé à tous, riches et pauvres. Il est également individuel, donc c'est une prestation qui ne dépend pas de la composition du foyer. Et par ailleurs, il est payé sans exigence de contrepartie, sans obligation.